Bonjour à ceux qui nous rejoignent dans ce 10h midi. Nous sommes avec vous en direct en ce 24 décembre pour évoquer ce nouveau gouvernement. Un gouvernement de poids lourds, point d'interrogation. Où sont les poids lourds? Qui sont les poids lourds? On va en parler avec Alex Darmon. Bonjour, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne de débat Les Indécis et un débat tous les vendredis matins, face à Éric Tegner dans l'émission de Patrick Roger. La vérité en face. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes spécialiste en communication, on a bien besoin de vous. Vous avez publié l'anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. C'est Noël, hein. Pourtant je n'ai pas commencé encore. Et merci parce que vous nous avez apporté à tous une petite sucette en chocolat pour fêter Noël. Merci. Et pour faire travailler les artisans chocolatiers. Absolument, vous avez raison. Et Fanta Beretta, décidément ce matin, Beretta, je sors les flingues. Bonjour Valérie. Ancienne députée Renaissance, merci d'être là. Et Najwa Laïté, bonjour Najwa, docteur en droit public. Et je rappelle que vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et ça tombe très bien que vous soyez là ce matin, parce qu'on va pouvoir parler de Manuel Valls avec Tout à vous. fait. Le retour de Manuel Valls au gouvernement. Je vous propose que nous gardions vos coups de cœur et vos coups de gueule pour la fin de l'émission. On sera là avec vous jusqu'à 13h, mais de midi à midi et demi, on pourra évoquer ce qui vous a marqué en dehors de ces nominations. Commençons par vos réactions aux uns et aux autres. Alex, vous qui êtes les autres aussi, observateurs de la vie politique, vous avez pensé quoi de ces nominations? Donc on reprécise Gérald Darmanin à la justice avec ce qu'on appelle un duo de choc, Darmanin-Retailleau, le retour de Manuel Valls et puis un certain nombre de ministres qui sont restés en place. Non mais déjà, je vais vous dire, le sentiment profond qui est le mien en tant que journaliste politique et que je pense de pas mal de Français, c'est terrible, mais je vais être un peu violent, mais je m'en fous. En réalité, vous voyez, je pense que l'effet qui a été fait d'annoncer comme ça le combienième gouvernement de l'année 2024, 23 décembre, il est tombé à l'eau. Alors après, on pourra parler des personnalités les unes derrière les autres. Voilà, étudier effectivement. Vous savez, dans une équipe de rugby, souvent on parle des premières lignes. Les premières lignes, ça va être Darmanin, Retailleau. C'est un vrai virage, clairement. C'est un vrai virage à droite, puisque à l'époque vous aviez Darmanin à l'intérieur, Dupond-Moretti à la justice, et ça travaillait ensemble. C'était gauche-droite, l'équilibre entre guillemets gauche-droite. Là, vous avez clairement un attelage intérieur-justice qui est de droite. Après, on va parler les uns derrière les autres, mais sur votre question de base, ce que j'en ai pensé. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'une fois on l'attendait, puis une fois que la nomination a été faite, on s'est dit non, mais il n'y a aucune surprise, il n'y a vraiment pas de waouh, il y a 38 ministres alors qu'on disait que c'était resserré, et la liste s'arrêtait jamais, et vraiment on se disait mais ça va s'arrêter à un moment donné ou pas, ça devait être resserré à la base. Puis même l'image à la télévision, pour ceux qui l'ont vu à la télévision, elle n'était pas étalonnée cette image. Voilà ce que j'ai retenu de la nomination hier, c'est que rien n'allait sur le fond, et sur la forme, on va en parler dans quelques minutes. Oui, on va en parler avec un Premier ministre qui était sur BFM hier. Alors pour les petites coulisses, il avait demandé à TF1, mais TF1 ne pouvait pas lui offrir cette durée d'interview, c'est-à-dire 1 heure pratiquement. Et en regardant, moi je regardais j'ai tenté de regarder François Bayrou hier et j'ai échangé avec cet ami de TF1 qui était mort de rire en me disant chez nous ça aurait pas été possible, quand nous avons le temps, prenons le temps. Il a pris le temps, mais alors Frédéric. Je suis un peu comme vous. Alors moi je l'attendais même pas, ce gouvernement, parce que donc effectivement après le résultat c'est compliqué de dire on s'en fout, mais c'est vrai qu'il y avait pas vraiment d'attente. Après, si on veut essayer d'être un peu positif ou concret, c'est quand même intéressant de voir comment il a été construit. Construit d'abord avec 4 ministres d'État. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de ministre d'État dans des gouvernements. Je suis pas allé vérifier, mais ça fait quand même un moment. Un ministre d'État, c'est pas exactement rien, parce que c'est pas seulement un rang protocolaire. C'est quand même aussi, c'est quasiment une fonction de vice-premier ministre, mais c'est surtout une fonction où on peut convoquer, organiser des réunions interministérielles avec Manuel Valls aux Outre-mer, avec l'urgence de Mayotte. C'est quand même, ça compte, ça pèse. Ça veut dire que l'État sera peut-être un peu plus efficace. Après, c'est aussi un peu amusant, parce qu'on voit 2 anciens premiers ministres, qu'on leur donne un rang de ministre d'État. C'est une façon de les honorer. Ils ont été premiers ministres, donc ils ne sont pas vraiment rétrogradés. Après, Gérald Darmanin, quelque part, c'est-à-dire il faut promouvoir, il faut bien placer Gérald Darmanin. Mais du coup, Bruno Retailleau, il ne faut pas le vexer, parce que l'ancien premier ministre de l'Intérieur, et puis quelque part, on a 2 ministres de l'Intérieur dans ce gouvernement. Comme le disait Alex, c'est quand même... il n'a pas dit ça, mais c'est moi qui le rajoute. On a quand même 2 ministres de l'Intérieur.
Donc c'est vrai que c'est un signal et c'est un virage assez intéressant à suivre. Fanta. Moi, j'ai envie de vous dire, je vous suis tous les deux. On respire parce que effectivement, même si je regardais ça de loin parce qu'en fait, fatigue mentale complète. Je pense que tout le monde. L'année dernière, à quasiment à la même époque, on avait aussi les questions d'un nouveau gouvernement en tout début janvier. On a eu un long laps de temps et c'est vrai que à force de regarder les chaînes d'information continues, finalement, on a eu cette lassitude et qui finalement a duré quasiment toute l'année. Donc, je pense que les gens sont sur leur repas de Noël. Vous parliez cuisine tout à l'heure. Le plus important pour moi, quand je dis enfin, c'est ce qui m'intéresse, c'est véritablement la déclaration de politique générale en fait qui va être faite au courant janvier, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que Valls ou pas Valls, l'effet waouh, peut-être pour moi c'était Valls, parce qu'effectivement le fait qu'il revienne encore et encore après avoir postulé un petit peu à tout, je me suis dit en fait le mec il y arrive quoi, il s'est accroché, et tout comme Bayrou finalement qui s'est accroché depuis des années. Après, pour le reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement la qualité des échanges de maintenant à cette déclaration de politique générale. Est-ce que les partis vont être en mesure d'envoyer des notes au Premier ministre pour dire voilà sur quoi nous pourrions nous entendre, plutôt que le reste. Donc, le casting est là, on va respirer, on passe à autre chose et attendons de voir la DPG. Oui, la déclaration de politique générale. Excusez-nous, on n'est pas Najwa. Non, mais c'est vrai qu'il y a une exaspération et une lassitude des Français. Vous parliez des fêtes. C'est vrai que les Français sont plus tournés sur les fêtes plutôt que l'attente d'un gouvernement qui, enfin, certes, est arrivé, mais l'exaspération est là. Pourquoi ? Parce que les Français ont besoin aussi de stabilité et d'un cap. Stabilité, parce que quand vous voyez quand même qu'il y a eu 5 ministres de l'Éducation nationale, 4 ministres de la Justice, là je parle en connaissance de cause, aussi 5 ministres de la Santé, enfin je veux dire, on y perd nos petits, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le cap sur les grandes politiques publiques. L'Éducation nationale en fait partie, la santé également. La justice et la sécurité sont d'autres volets extrêmement importants. Alors on va aborder tout à l'heure les défis, mais les défis sont immenses. Donc là je vous rejoins quand vous dites au-delà des personnalités politiques qui ont été nommées, quel est le cap ? Quelles sont les priorités ? Et donc, le 14 janvier, eh bien, on va enfin savoir quelles sont les priorités. Il y a aussi l'important déficit public. Public, absolument, avec la nomination d'un ministre du budget. La ministre Amélie de Montchalin. Des comptes publics, absolument. Des comptes publics et finances. Éric Lombard, qui est, pour le coup, vient directement de la société civile. Mais vous savez, moi, je dis, il n'y a pas d'effet wow, je m'en fous complètement. En réalité, j'en veux même pas à François Bayrou. J'ai l'impression qu'il subit plus qu'autre chose. J'en veux même pas à ceux qui sont nommés aujourd'hui. Mais c'est un tout de la classe politique générale en vrai. Là, on fait un focus sur Monsieur le Premier ministre parce que c'est le Premier ministre en tant que tel. Mais quand vous voyez les réactions à droite, à gauche, on lui reprochait d'avoir proposé au chef de parti de rentrer dans le gouvernement. Ouais, mais au moins il proposait quelque chose. Et eux, ils ont balayé d'un revers de la main cette proposition-là. Donc en fait, c'est un ras-le-bol général. Et je vais même aller plus loin, c'est le fait qu'on nomme un gouvernement le 23 décembre et qu'on les convoque pour la première fois le  3 janvier. Mais vous vous rendez compte quand même du message. Encore une fois, c'est même pas de leur faute, c'est le calendrier qui fait que le président qui s'en va. Mais c'est juste comment vous voulez que nous, là, on parle, on a un débat tous ensemble, et puis les Français vont en parler à la table de Noël et lors du réveillon de la nouvelle année. Mais forcément, ça y est, ça passe en fait. Ça fait 1 an qu'on est sans les Français, qu'on leur demande d'aller voter, que voilà. Et puis eux, ils sont même pas capables, entre guillemets, de se réunir avant le 3 janvier pour au moins faire une photo de famille ou annoncer que voilà, on repart sur un nouveau cycle. Et puis les différentes réactions des partis à l'annonce. Du moi, gouvernement aussi que cette actualité, elle est révélatrice d'une véritable irresponsabilité de la gauche. Je pense notamment aussi au Parti socialiste, parce que les filles, on connaît leur irresponsabilité de manière générale. Mais le Parti socialiste, qui d'ores et déjà crie au loup en voyant l'arrivée de personnalités, et notamment celle de Manuel Valls, en disant mais ces gens-là que vous mettez au gouvernement, en fait c'est pas des gens de gauche, c'est des gens de droite. Oui, mais ils veulent pas y aller.
Exactement, à un moment, il faut être responsable. C'est-à-dire que quand François Bayrou, Premier ministre, propose aux chefs de parti de rentrer au gouvernement, eh bien, cette gauche irresponsable, dont le Parti socialiste fait partie, claque la porte en disant on ne rentrera pas au sein de ce gouvernement. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont pour ambition les municipales de 2026 et l'élection présidentielle de 2027. Mais en fait, on en a marre de cette gauche. On en a marre de cette gauche. À ce moment-là, qu'ils soient silencieux, soit ils prennent leurs responsabilités, soit, j'ai envie de vous dire, qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent. C'est ce qui est terrible. C'est ce qui était terrible, je pense, suite à l'annonce hier et ce matin. En fait, c'est véritablement ces paroles des uns et des autres. Et effectivement, j'ai écouté fort ce matin. Et moi, je suis plutôt Renaissance côté gauche. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'attention. Je me suis entendue beaucoup avec les députés de la gauche. J'ai, avec Astrid Panosyan et d'autres, voté des amendements de gauche. Mais là, je m'y retrouve pas. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là ont juste oublié que une fois sortis de Paris et de nos arrondissements, en fait, il y a des Français qui sont dans l'attente. Il y a des Français qui attendent. Parce que dans le budget, il y a certes les grands budgets concernant la justice, etc. Mais il y a tout un tas de petits amendements qui sont portés par des députés qui font sens, en fait, dans la vie de tous les jours d'un certain nombre de nos concitoyens. Et c'est là où je leur en veux véritablement, c'est-à-dire que du coup, ils refusent d'y participer et ils n'ont même pas entendu ce que Bayrou aura à dire, donc à la mi-janvier. C'est tout de suite quasiment non. Et c'est une faute politique. Et vous parlez des prochaines élections. Moi, je me suis engagée en me disant, en gros, je m'engage, je vais contribuer de façon positive dans un sens ou dans un autre pour mon pays. Mais je crois que ces gens-là ont oublié ce qu'était la politique, le sens de l'intérêt général. Et qu'en fait, malheureusement, pour eux, ce n'est qu'une occasion pour placer le plus d'élus sur les municipales donc de 2026 et éventuellement revenir en roi en 2027. C'est dommage parce qu'on sacrifie notre pays. Alors, c'est le dernier jour de notre grand jeu Sud Radio opération cadeau de Noël, puisque demain, alors je ne sais pas s'il y a des cadeaux demain matin, c'est possible, je ne serai pas là moi demain matin, mais en tout cas votre dernière chance de jouer avec moi et je vais vous porter chance au 0826 300 300, c'est aujourd'hui, appelez-nous, vous pourrez gagner peut-être une enceinte connectée Amazon Echo Dot très élégante, offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Votre baptême de saut en parachute avec le centre de parachutisme Chute Extrême. Bref, il y a beaucoup de cadeaux. Enfin, il reste encore quelques cadeaux très très sympas. Donc appelez-nous 0826 300 300 et nous prendrons le combienième appel, Najwa ? Le entre 1 et 25 Alors entre 23. 23. Allez, 23. Allez, ça va chauffer sur le standard de Sud Radio. À tout de suite. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons à commenter ce nouveau gouvernement, les membres de ce nouveau gouvernement et puis les différents enjeux évidemment de ce nouveau gouvernement qui, on le rappelle, ne sera pas au travail avant le 3 janvier. Hein, donc, ils travaillent. Ils se réuniront pas avant le 3 janvier. Ils réuniront pas. Travail. Vous arrivez. Ministre comme Manu. Dès ce matin, il doit être au boulot parce qu'est-ce qui se passe. Et quand on connaît en plus entre guillemets sa connaissance sur le sujet des Outre-mer, je pense que c'est pour le coup un vrai choix politique et un choix intelligent. Bon. Alors, vous vouliez vous revenir sur ce qu'on disait, Frédéric Fougera, sur la gauche, sur ce qu'évoquait Najwa, sur cette gauche qui n'est pas au rendez-vous. Mais oui, je vais complètement dans le sens de ce qu'a dit Najwa et de ce qu'a dit Fanta sur cette gauche qu'on peut nommer de gouvernement. On parle essentiellement du Parti socialiste qui semble avoir vraiment perdu tout son sens des responsabilités et de l'intérêt général. Au passage, c'est quand même à ça que ça sert un parti politique et des élus. Et quand on voit que déjà ils annoncent qu'ils vont censurer, ça veut dire que tout en ayant refusé de travailler et de participer à un gouvernement, c'est-à-dire que donc cette gauche aujourd'hui préfère s'associer avec le Rassemblement national, préfère censurer plutôt que travailler et construire.
sur certains sujets, une politique pour le pays et donc pour les Français, ce pourquoi ils ont été élus et ce par qui ils ont été élus. C'est assez effrayant de se dire que cette gauche, quelque part, elle disparaît au profit d'une gauche beaucoup plus radicale qui peut-être n'a plus envie de gouverner aussi. Les scores d'audience d'hier soir de l'intervention de François Bayrou, du Premier ministre, donc sur BFM, 5,1% pour la première de François BFM, 1 parti très bon score. Donc c'est une attente sur la parole de François Bayrou. Moi, je vous avoue que j'ai pas pu écouter jusqu'au bout. C'était très très long. On reste un peuple très politique, donc de toute façon, ces sujets nous passionnent. Absolument. Non, mais ça intéresse les Français, et parce que on l'a évoqué hier, on a été très surpris. J'en avais parlé avec Frédéric Dabi, qui a réalisé une balise, un sondage pour Ouest France. Premier sujet d'intérêt des Français pour 2024, c'est la dissolution. Oui, mais c'est normal. Oui, mais avant les Jeux Olympiques, avant Notre-Dame, avant, c'est vraiment que ça a été un le électrochoc. premier, les événements les plus marquants pour vous en 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale qui arrive en tête, loin devant les Jeux Olympiques. Mais en même temps, elle avait tellement été énoncée. Moi, par exemple, je suis suppléante d'une ministre. C'est dans ces conditions que je suis rentrée à l'Assemblée nationale. Donc, je suis rentrée en 2022, pas au mois de juin, mais le 22 juillet. Et quand je suis rentrée, j'ai dû lâcher mon travail et je me disais, je lâche mon travail, et ça se trouve dans moins de 2 semaines, en fait, je ne serai plus députée. Pourquoi ? Parce que tout l'été, là, 2022, la presse ne cessait de dire que ça n'allait pas tenir et que ça allait, qu'il y aurait une dissolution très rapide. Finalement, je suis restée 2 ans à l'Assemblée nationale et en tant que députée, je me souviens de ces conversations qu'on avait à chaque fois qu'un gros texte arrivait, on se disait, bon, là, on va être obligé de dissoudre, il va y avoir une dissolution. Ça ne s'est pas passé et au moment où on s'y attendait le moins, c'est-à-dire où sur le calcul avec l'ouverture des JO, on se disait, bon, là maintenant, ça sera pour l'automne. C'est arrivé. Donc ça, finalement, les Français allaient partir en vacances. Ils étaient stressés par l'impact des JO dans les zones où il y avait effectivement des épreuves. On en a parlé sur votre antenne. Et c'est arrivé comme une déflagration. Difficile. C'est le 24 pour tout le monde. Exactement. On parle de la gauche, mais on peut parler aussi du RN et du rôle du RN. Alors moi, je voudrais vous faire écouter cette séquence que j'ai trouvée absolument lunaire hier, quand les journalistes de BFM ont interrogé le Premier ministre sur la raison pour laquelle Xavier Bertrand ne faisait pas partie de ce gouvernement. Écoutez sa réponse. Je rappelle quand même que Xavier Bertrand, dans l'après-midi, avait fait paraître un communiqué de presse dans lequel il expliquait qu'il ne faisait pas partie du gouvernement suite à la pression du Rassemblement national. Écoutez, on n'a pas l'extrait. On n'a pas l'extrait. Donc son explication, je pensais qu'on avait l'extrait. Si, on doit l'avoir normalement, l'extrait de Xavier Bertrand, de François Bayrou, qui donc explique... À la suite du communiqué de Xavier Bertrand dans l'après-midi, qui dit qu'il ne rentrera pas au gouvernement parce qu'il ne veut pas pactiser avec le RN. Et François Bayrou qui justifie cela hier soir sur BFM. Et il disait plus précisément qu'il ne veut pas rentrer dans un gouvernement sous influence du Rassemblement national. Alors il s'en est défendu, effectivement. Oui, François Bayrou s'en est défendu en disant qu'il ne souhaitait pas nommer un ministre de la Justice qui réglerait ses comptes contre le RN. Surtout dans le contexte actuel. Notamment. Alors écoutez la réponse de François Bayrou. Xavier Bertrand proposait une démarche que j'ai trouvée violente au ministère de la Justice. Proposer par exemple que les amendes soient directement facturées et payées par une retenue de salaire quand vous avez une amende de stationnement ou de jeu. Moi, je trouve que on ne peut pas s'attaquer comme ça à la question du civisme Et donc, Xavier Bertrand, j'ai trouvé que son approche sur le ministère de la Justice n'était pas la mienne. C'est pitoyable. Enfin, je veux dire, si c'est la raison pour laquelle Xavier Bertrand n'a pas été choisi, c'est ridicule. On n'y croit pas une seconde. Pas une seconde, non.
Non, mais on sait très bien qu'il y a un différend, et d'ailleurs c'est son droit, c'est politique, entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Donc, et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré au gouvernement. Et rappelez-vous que Xavier Bertrand, à tous les gouvernements, on nous le ressort en disant il va venir, il va rejoindre le gouvernement, mais on sait très bien qu'il y a un différend, et qu'aujourd'hui, je dis pas que le gouvernement est sous influence du Rassemblement national, mais pas loin quand même. C'est-à-dire que si le RN demain... C'est le RN qui a les clés de la dissolution. Voilà, la censure, il y aura censure. La censure, pardon. Et donc, par conséquent, il y avait ce risque-là en nommant Xavier Bertrand en plus au ministère de la Justice, dans le contexte actuel. En sachant que Marine Le Pen attend une décision de justice, qui sous-entendrait d'ailleurs que le ministre de la Justice... C'est le ministre de la Justice qui prend les décisions à la place des juges. Frédéric, vous savez que c'est malheureusement... Vous avez vu le tweet, alors je vais une parenthèse dans la parenthèse, du syndicat de la magistrature ce matin, le Premier ministre a oublié de nommer un garde des Sceaux. Oui, mais parce que là où je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, le duo Bruno Retailleau à l'intérieur et Monsieur Darmanin à la justice, on disait c'est un duo qui est intéressant. Mais c'est un duo aussi qui véhicule un message très clair, un message d'autorité et de fermeté, parce que les défis sont nombreux, notamment contre la lutte contre le narcotrafic, on en parlera également, mais ça aussi c'est un défi. Donc le message est très clair. Mais Monsieur Darmanin va devoir rassurer la justice. Pourquoi ? Parce que quand il était ministre de l'Intérieur, il conspuait cette justice-là en disant le problème c'est la justice, parce que en gros ils appliquent pas des peines fermes, ils sont pas au rendez-vous. Il était allé manifester avec les policiers. Donc là il va vraiment devoir rassurer la justice dans son ensemble. Alors, je voudrais qu'on reste sur quand même Xavier Bertrand et le poids du RN, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une garantie de non-censure du gouvernement en échange de la non-nomination de Xavier Bertrand. Et sur les justifications sur les justifications de Bayrou, Bayrou n'explique pas, Monsieur Bayrou n'explique pas pourquoi finalement il ne retient pas François Bayrou, il se justifie comme on le disait, on n'y croit évidemment pas. Mais plutôt que de d'ailleurs se justifier, moi j'aurais bien aimé qu'il nous explique pourquoi il n'a pas gardé Didier Migaud. On en est à notre 4e ministre de la Justice. Troisième. Quatrième. Il y avait Bayrou en 2017. Depuis 2017, mais depuis 2022, vous avez Éric Dupond-Moretti et Didier Migaud. J'avais pas dit depuis quand, mais merci d'apporter la précision. Et donc ça serait quand même intéressant. En plus, Didier Migaud était issu de la gauche, donc c'était vraiment une ouverture supplémentaire sur la gauche. Donc là, on est plutôt dans une fermeture. Donc plutôt que d'avoir des justificatifs un peu bien pauvres et très politiciens sur Xavier Bertrand, ça aurait été intéressant de savoir pourquoi on ne conservait pas Didier Migaud. Et puis après, moi je reboucle avec l'irresponsabilité de la gauche. Oui, le Front National joue l'arbitre, puisque c'est la gauche qui les met dans cette situation. La gauche étant définitivement opposée à ce gouvernement sans même encore avoir attendu la déclaration de politique générale, annonçant déjà la censure, on sait qu'il faut composer avec le RN pour faire ou pour ne pas faire. Donc cette situation, c'est la gauche qui nous met dedans. Oui. La justification est assez pauvre en fait finalement. Il voulait pas des impôts à la source. Exactement. J'ai envie de dire c'est anecdotique. Au vu du défi qu'il y a donc par rapport au portefeuille de la justice, à apporter cet élément-là pour justifier, c'est un peu pauvre. Après, je pense qu'il a été aussi sous pression toute la journée. C'est vrai que au rythme déjà de toutes les informations que nous avions entre le communiqué de presse et les interventions des uns et des autres, en fait, c'était complexe. Maintenant, moi, je ne crois pas qu'il ait obtenu des gages certains de la part du Rassemblement national. J'écoutais ce matin un certain nombre de députés du Rassemblement. En fait, ils ont des conditions et la liste des conditions s'allonge, j'ai l'impression, de semaine en semaine. Et donc, il y a toute la question autour de la fiscalité qui les intéresse, mais toute la question autour, on en parlera peut-être après, mais de l'immigration, où il va falloir, où ils attendent des gages certains. Et dans les propos, en tout cas, qui émanent du Premier ministre, je ne suis pas certain qu'il aille jusqu'aux propositions du RN. Donc, c'est très complexe. Et il va falloir, je l'espère, d'ici le 3 janvier, et donc ce premier Conseil des ministres, qu'il puisse raconter un récit qui offre de l'espoir aux Français, mais aussi des assurances pour tous ces gens qui dépendent véritablement
véritablement des services de l'État, parce que sinon, ça fera très mal dès le début de l'année prochaine. On va y revenir. Je vous relis la phrase d'un article que m'a envoyé Sophie de Menton hier. Un fin connaisseur du modem compare la nomination de François Bayrou à une PME qui remporterait un appel d'offres réservé à une multinationale. Que se passe-t-il quand la petite entreprise familiale doit faire tourner le pays tout entier? Moi, je trouve ça dur. Mais moi, je trouve ça dur et vous verrez que ça peut marcher. Ouais, mais il avait l'air un peu paumé quand même. Oui, mais parce que le pays est paumé. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour la suite. Et nous sommes à peu près d'accord, mais on va continuer de débattre. Et nous avons notre gagnante, c'est Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis contente de vous avoir, je vous écoute tous les matins. C'est vrai, écoutez, je suis très heureuse. J'adore votre émission. C'est très très gentil. Alors vous êtes prête pour Noël? Normalement oui. Normalement on a fait les préparatifs et ensuite on s'en va rejoindre ma maman. Voilà. Très bien. Bon écoutez, on va ouvrir votre cadeau sans plus attendre. Oui. Alors c'est une carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française. C'est une marque de bracelets mixte, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes, 100% française, de manière, alors c'est confectionné à la main, garantie à vie, personnalisable. Il y a plus de 1000 magasins et surtout il y a un site sur lequel vous pouvez aller choisir vos bracelets, leventalafrançaise.com. Et donc tout ça, vous allez les garder ou les offrir? Je me demande si je vais pas les offrir à ma petite fille Inès qui vous écoute aussi. Elle est en train de vous écouter. Écoutez, avec 200 €, peut-être que vous pourrez en garder pour vous aussi. Écoutez, on embrasse Inès, on vous embrasse, votre maman aussi. Merci d'être fidèle à Sud Radio et de nous écouter toute la journée. Donc le grand sapin Sud Radio, et c'est jusqu'au 27 décembre. Des cadeaux, il y en aura même après que le Père Noël soit passé. Merci à vous. On revient dans ce studio avec vous pour continuer nos débats. Je ne sais plus où on en était. On parlait de... On en était notamment sur les gages du Rassemblement national au gouvernement. Moi, j'aurais voulu rajouter au propos de Fanta Berete que même si le Rassemblement national donne des gages au gouvernement, le gouvernement aurait bien tort de s'y fier et d'avoir confiance. Les choses peuvent changer à tout moment. Chacun jouant sa partition, il n'y a pas vraiment de gages qui tiennent. Soit on est engagé dans un gouvernement et on y participe, soit on n'y est pas. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus fragile. Quelqu'un me disait, est-ce que le gouvernement pourrait dominer François Bayrou ? C'est-à-dire, est-ce que on a parlé d'un gouvernement effectivement assez expérimenté, avec on parle de poids lourds, mais c'est vrai qu'il y a le retour d'Elisabeth Borne, il y a 2 anciens premiers ministres. Non, mais la vraie bataille, elle va avoir lieu, je suis désolé, entre François Bayrou et Emmanuel Macron. La vraie bataille, elle a lieu là. Elle n'a pas lieu entre les ministres et le Premier ministre. Au sein du gouvernement, vous avez quand même beaucoup moins de proches d'Emmanuel Macron que par le passé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir les proches de Gabriel Attal qui ont tous volé. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout dans le gouvernement. Alors, qui était... Il y avait Antoine Armand, notamment... Anne Janté à l'Éducation nationale. D'une certaine manière, vous aviez Didier Migaud à la justice, qui était un choix premier d'Emmanuel Macron. Donc, tous ces ministres de premier plan qui étaient dans des ministères importants ne sont plus en place. Et aujourd'hui, vous avez, assez ironiquement parlant, si je peux dire, Elisabeth Borne qui fait son retour, qui n'est pas une proche du président de la République, enfin qui n'est plus une proche du président de la République et qui récupère l'ancien portefeuille de Gabriel Attal. Enfin, excusez-moi, c'est quand même assez amusant de voir la composition de ce gouvernement-là. Donc, je ne pense pas aujourd'hui que les ministres de premier plan, ou même les ministres dans leur globalité, vous avez qu'Aurore Berger qui est assez proche d'Emmanuel Macron et très éloigné de Gabriel Attal, qui refait son retour au même poste qu'avant dans le gouvernement. Je ne pense pas que les ministres aient intérêt à aller contre le Premier ministre, vraiment. En revanche, le Premier ministre, peut-être qu'il va devoir ouvrir sa partition pour 2027 et jouer face à face avec Emmanuel Macron. Oui, Fanta. Moi, je pense que l'intérêt... au-delà de toutes ces questions-là de chacun, c'est pour 2027, pour tous ceux qui vont vouloir participer activement finalement aux élections et qui ont de l'ambition, il va falloir donner des gages de travail aux Français. C'est-à-dire que vous rentrez maintenant dans le gouvernement, que vous faites, vous ne respectez pas la feuille de route, vous manquez les coches importants. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est celui de l'éducation. C'est-à-dire
Donc, on voit qu'on a un certain nombre de choses qui ont été proposées, qui sont mises en place. Il nous manque un certain nombre de décrets qui ne sortent pas parce qu'en fait, on est dans cette attente et dans ce tumulte permanent. On a également, par exemple, toute la question du choc des savoirs, des primes des enseignants, etc. Tout ça est bloqué et c'est important. Alors, est-ce qu'il y a continuité, pas continuité? En tout cas, il nous faut un ministre et une bonne ministre, ou un bon ministre, dans ce cas-là, c'est Madame Borne, pour pouvoir gérer ces dossiers-là. Et elle a de l'ambition. Si elle veut représenter quelque chose en 2027, de toute manière, elle est dans l'obligation de se mettre au travail et d'apporter un certain nombre de mesures efficaces et concrètes aux Français. Alors, la passation vient d'avoir lieu. Petit couac, et Madame Borne reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste des sujets d'éducation. C'est ça, enfin, là, en termes de com, les gens tombent, on dit pas des trucs comme ça, enfin, même si on dit pas ça comme ça, vous arrivez dans un endroit, je suis pas. Et puis, c'est pas mon métier. Plusieurs ministres ne sont pas spécialistes dans le cadre de leur portefeuille, et pourtant, ils peuvent être des bons ministres parce qu'ils sont accompagnés aussi par une administration. Exactement. Et un cabinet. Ça me semble être une erreur de com. Une auditrice me le signalait, et je le vois repris par BFM, nommée à l'éducation. Elisabeth Borne reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste de ces sujets. C'est une grosse erreur de com, et puis c'est pas fait pour rassurer le monde enseignant. Mais comme le dit Najwa, on n'est pas obligé. Le rôle du ministre, c'est d'être un décideur, une décideuse. C'est pas nécessairement d'être un expert ou une experte du domaine, mais c'est quand même un très mauvais signal qui est envoyé dans ce genre de situation. Non, mais Gabriel Attal était-il, selon vous, un spécialiste de l'éducation? Mais il commence pas par le dire. Mais non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Non, mais c'est ça. T'as remarqué que je passais. Ça, je ne vais pas commenter. Nous avons un spécialiste de la communication qui vient de donner son avis. Mais du coup, effectivement, on n'a pas besoin d'être un expert. Madame Borne, qui est une spécialiste quand même technocrate, elle ne devrait pas dire ça. Mais là, elle est sûre et certaine, je peux vous le dire, que les syndicats vont lui reprocher cette phrase à chaque partie de négociation. Commencer en arrivant à dire je suis pas une spécialiste, parce que vous parliez tout à l'heure du syndicat de magistrature, c'est pareil, le syndicat de magistrature, peu importe qui vous mettez à la justice, de toute façon, c'est pas un bon profil. Rappelez-vous, Éric Dupond-Moretti, c'était une provocation au moment où il est nommé. Là, Darmanin, ils ont oublié de nommer un garde des Sceaux. Et là, c'est pareil. Le fait de dire ça, elle donne vraiment de l'eau au moulin aux syndicats qui vont dire aux prochaines négociations, mais de toute façon, vous n'êtes pas une spécialiste. Donc pourquoi vous voulez nous en parler? Elle révèle une chose importante, c'est que dans ce genre de situation, plus que dans d'autres, surtout quand un ministre a une durée de vie assez limitée, mais c'est que c'est l'administration qui va faire la politique du pays et non pas le politique. Mais bien sûr. Et ça, c'est catastrophique. C'est ahurissant de dire ça. Véronique, une auditrice qui suit, nous dit que Didier Migaud a demandé à partir. C'est ce qu'il aurait déclaré lors de la passation de pouvoir. Alors on est bien aussi. C'est formidable. Les ministres, je pars pas. Pourquoi il est arrivé? Non, mais objectivement, quand vous voyez, c'est pas pour être. Bon, c'est Noël, c'est l'esprit de Noël. mais quand vous voyez Didier Migaud qui est arrivé en septembre, est-ce que vraiment les Français d'abord connaissaient son nom, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que vous retenez de son passage? Rien. Si vous reteniez quelque chose, il serait resté. Bruno Retailleau, il est resté. C'est-à-dire que c'est celui qui a imprimé le plus au sein d'un gouvernement qui n'était pas souhaité. Voilà, il est resté à un poste qui était très exposé. Madame Jeantet, c'est pareil à l'Éducation nationale. Si elle est remplacée, c'est parce qu'elle a fait plus d'erreurs que de réussites. Didier Migaud qui demande à partir, je trouve que c'est une preuve de lucidité de sa part de dire je n'ai pas réussi à pouvoir avancer et à faire des choses au niveau de la justice. Son seul fait d'arme, c'est d'avoir réussi à baisser le budget de la justice qui était celui qui avait augmenté le plus durant les 5 dernières années. Je comprends qu'il va y partir. Mais d'autant que, vu qu'on parle de la justice, la priorité là pour Monsieur Darmanin, c'est de soit laisser en l'état le budget de la justice qui historiquement, depuis que Monsieur Éric Dupond-Moretti a été nommé à ce portefeuille, a augmenté de 8% par an. Et je peux vous dire que la justice, elle en a bien besoin. Et donc on espère que Monsieur Darmanin aura la même détermination pour défendre soit le budget en l'état pour qu'il n'y ait pas de baisse, soit de l'augmenter. Parce que au moment où on parle, et je me répète, mais du défi de
lutter contre le narcotrafic, et bien l'enjeu est là. Il faut donner des moyens à la justice. On parle aussi de créer un parquet national contre le narcotrafic. Eh bien, ce parquet aura besoin aussi de moyens, sans compter eh bien la justice de droit commun qui est aussi débordée. Si je vous parle du quotidien, vous avez des audiences qui sont prévues à la rentrée 2025 parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers. Donc l'enjeu aussi, il est là. Donc il faut que le duo entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice eh bien, soit efficace, ça passe aussi par un budget à la hauteur de ces ambitions-là. Une auditrice me rappelle qu'effectivement, François Bayrou disait hier soir que Didier Migaud n'était pas en accord avec la composition du nouveau gouvernement. Donc, on choisit, c'est à la carte. Non, je viens pas s'il y a machin, ça me plaît pas. Est-ce qu'on peut imaginer, Valérie, que Bruno Retailleau soit heureux de voir arriver Manuel Valls ? Mais des deux côtés, ils composent et ils se disent il faut construire quelque chose ensemble. Voilà, il y a quelques années, on nous aurait dit les deux vont se retrouver dans le même gouvernement, on aurait rigolé, on n'y aurait pas cru. Mais il y a un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités et il faut avancer et construire pour le pays. Un mot sur l'indignité de la France insoumise. J'emploie à dessein ce mot, et d'Aymeric Caron en particulier. La seule chose qu'il trouve à dire sur ce gouvernement, il retweet Astrid Panosyan-Bouvet, qui remercie le président de la République de sa confiance, et il écrit « Autre soutien du gouvernement génocidaire israélien ». Oh là là. Et nous avons Ercilia Soudès, est-ce que c'est la peine d'en parler, qui dit on fait les poubelles en parlant de Manuel Valls. C'était mon coup de gueule aussi, Valérie, sur Rima Hassan, qui appelle. Alors elle fait un premier tweet en disant qu'elle y voit un appel à la révolution. Ce gouvernement, enfin les mots ont un sens quand même. Je veux dire, il y a un moment donné, on peut pas dire n'importe quoi sous prétexte de vouloir faire 2000 retweets et 4000 likes, quoi. Bon, elle dit ça et puis 10 minutes plus tard, elle dit, elle parle de prendre l'Élysée, avec un hashtag prendre l'Élysée, et ça se dit démocrate. Bon, bah voilà, moi je pense que de toute façon, vous l'avez dit avec Ercilia Soudès, avec Aymeric Caron, ces gens ne sont pas sérieux. À dire, c'est ça. Non, mais ils sont pas pris au sérieux. Non, ils sont pas pris au sérieux. Malheureusement, effectivement, il y a l'effet. Oui, non, mais avec l'effet des réseaux sociaux, effectivement, donc il y a des likes, des gens qui commentent, etc. J'aimerais juste m'autoriser un mot sur la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, qui est une femme à la base de gauche, travail remarquable, et surtout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce papier du Monde qui revenait sur l'avis des organisations syndicales au niveau national, qui toutes, les unes derrière les autres, mentionnaient qu'ils ne souhaitaient pas qu'elle quitte le gouvernement et que les travaux enclenchés allaient dans le bon sens. Et, ce qui est assez rare. Oui, ce qui est assez rare. Tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis sur X, c'est assez rare pour être souligné. Donc, je pense que c'est ce dont nous avons besoin, des gens qui ont des idées et qui, là-dessus, elle intervient sur les seniors, sur la question du travail, sur les salaires bas. Et c'est ce dont les Français ont besoin à l'heure actuelle, de solutions. Ouais, on va parler dans un instant de Manuel Valls et on marque une toute petite pause. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à 13h et nous continuons nos débats jusqu'à 12h30. Je vois Frédéric qui s'inquiète. Najwa, on va parler, on va évoquer donc l'arrivée de Manuel Valls. C'est une très grosse surprise. Bonne décision. Enfin, c'est un homme politique. C'est un vrai républicain. Oui, c'est ça. Bon, je vois Alex qui sourit, il s'en prend plein la gueule. Il y a pas d'autre mot. Mais tout à fait. Il en a l'habitude, donc il a la peau solide. Hein, mais pour revenir à la personnalité politique qu'est Manuel Valls, bon, il a certains choix politiques qui n'ont pas été les meilleurs, notamment aller à Barcelone, etc. Mais il n'en demeure pas moins que Manuel Valls a toujours été un vrai serviteur de l'État et a été vraiment un visionnaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette gauche qui lui crache dessus, disons les mots, lui reproche d'avoir parlé de cette gauche irréconciliable. Sauf que c'est la réalité. Vous avez une gauche républicaine qui, il faut bien le dire, se retrouve au sein de ce gouvernement. Il y a des gens de gauche, ce gouvernement, il n'est pas uniquement
à droite, il y a des personnalités d'ailleurs qui sont conspuées par la gauche, c'est ce qu'on évoquait. Qualité à gauche. Il y a François Rebsamen, ancien maire de Dijon. Vous avez ancien ministre du Travail de François Hollande. Voilà, avec des vrais parcours et puis des convictions sociodémocrates. Et donc c'est des personnalités de gauche solides. Et Manuel Valls fait partie de ces personnalités-là. Visionnaire également dans la lutte contre l'islamisme, visionnaire également dans la lutte contre l'antisémitisme, et cette gauche qui a bradé ses valeurs et ses convictions, notamment sur ces volets-là, et je parle aussi, je peux y ajouter la laïcité, eh bien, elle lui pardonne pas ce discours de réalité. Mais cette gauche, pour moi, elle est perdue aujourd'hui. Ouais. Manuel Valls. Non, mais Manuel Valls, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir dit je reviendrai jamais. Voilà, et de revenir aujourd'hui. Mais c'est une situation quand même exceptionnelle pour le pays. Et je veux dire, quand on parle de responsabilité pour les uns et les autres, lui, il prend les siennes. Alors ça fait sourire tout le monde, et ça fait rire tout le monde, parce que tout le monde dit il s'accroche à un poste pour pouvoir vouloir un poste, mais il revient pas à n'importe quel poste, encore une fois. Il revient comme ministre chargé de l'outre-mer, qui est un poste, d'abord un ministère plein aujourd'hui, et ça n'a pas été souvent le cas, il faut le remarquer, premièrement. Deuxièmement, il connaît véritablement son sujet. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'à l'époque de Rocard, il était déjà auprès de l'ancien Premier ministre, rappelez-vous, pour les accords de Nouméa, rappelez-vous, je n'étais pas né, donc je dis ça, rappelez-vous, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était... Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les vend quand même beaucoup. Je suis quand même très, très honnête avec vous, mais on les vend quand même comme les accords de base sur la Nouvelle-Calédonie. Il a été très violent et très dur avec le président de la République il y a quelques mois en disant qu'il fallait une réforme constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie, et avec ce qui s'est passé derrière, on comprend pourquoi il en parlait. C'est quelqu'un qui va être sur le terrain. Et ce qui est important, c'est qu'il a une expérience. Moi, je vous dis, écoutez ce discours de 2015 de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, au moment de l'état d'urgence, au moment où la France est meurtrie au plus profond de sa chair, et vous avez Manuel Valls qui fait un discours incroyable auprès des députés, où toute l'Assemblée nationale, c'est des images qui sont lointaines, qu'on ne reverrait pas aujourd'hui, toute l'Assemblée nationale de tous bords se lève et applaudit l'ancien Premier ministre. C'est un homme d'État, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Après, chacun ses sensibilités politiques. Parce que là, c'est un peu du ragnagna, c'est un peu, mais il avait dit qu'il partait, qu'il revenait pas. On aime s'en amuser. Et je terminerai par une chose, c'est que c'est un ministre, vous l'avez dit, un ministre d'État. C'est-à-dire qu'en fait, il est juste derrière Elisabeth Borne. Troisième rang protocolaire. C'est énorme. Je trouve que quand même, on lui rend aussi le rang qui est le sien. Et vous verrez, il parlera sur tous les sujets. Mais je pense, quand on connaît un petit peu Manuel Valls, qui va s'intéresser véritablement à ce pourquoi il est nommé l'outre-mer. Et au-delà du rang, ça lui donne une autorité à agir d'être ministre d'État. C'est pas qu'une question de rang. Ça lui donne une autorité à agir. Et donc s'il a un peu de temps, parce que si dans un mois le gouvernement est renversé, évidemment on pourra lui reprocher d'avoir rien fait, il n'aura pas eu le temps. Mais il a une vraie autorité à agir. Et comme je le disais en introduction, notamment avec l'urgence à Mayotte, c'est essentiel d'avoir à ce poste-là un ministre clé qui a de l'expérience, comme vous le disiez, et qui a une autorité à agir, notamment avec les administrations et les autres ministères. Oui, j'ai envie de dire, moi je ne suis pas fan, mais en fait, tout comme un certain nombre de personnes, mais c'est pas le problème en fait, parce que c'est pas ce qu'on demande aux hommes politiques. On a besoin de compétences et d'expérience, c'est ce qu'il amène dans ce gouvernement, et la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il y a le feu dans nos territoires d'outre-mer depuis des années. Il y a effectivement le sujet Mayotte, mais au-delà de ça, le sujet martiniquais avec la vie chère. On a des vidéos tous les jours qui arrivent encore. Voilà, et on a découvert des choses concernant les allers-retours des bananes, etc., qui sont juste inadmissibles. Il y a des décisions à prendre, et je pense qu'il peut être l'homme de la situation. Et le point important concernant les Outre-mer, c'est le budget. Moi, sur les 2 budgets que j'ai pu faire à l'Assemblée nationale, autant vous dire que les soirs où nous avons voté des budgets des Outre-mer, il n'y avait quasiment personne dans l'hémicycle. Moi, ça m'a toujours surpris, parce que finalement, le lendemain matin, on avait toujours les prises de parole des uns et des autres, mais moi, je me souviens d'un soir terrible où tous les amendements, du coup, étaient passés pour tous les défenseurs, en fait, des Outre-mer, et donc plutôt des personnalités venant de ces territoires, et non
pas été ramenés dans le cadre des 49.3 et la déception qui a été la leur. Mais pourquoi ? Il y avait personne aussi dans cet hémicycle pour dire on a besoin de budget pour l'eau, on a besoin de canalisation, on a besoin de tout cela. Donc je pense qu'Emmanuel Valls, tout comme Darmanin à la justice, va se battre dans les prochains jours. Non, ils ne vont pas rien faire jusqu'au 3. Ils vont regarder les comptes, voir ce qu'il est possible de tirer et voir de quelle manière on peut trouver des ressources supplémentaires pour venir en aide à ces personnes qui en ont vraiment besoin. Alors, un auditeur me dit, franchement, je ne comprends pas votre soutien à Manuel Valls. Ce monsieur a menti effrontément suite à une parole donnée publiquement. D'abord, je trouve que l'extrait, il n'est pas aussi évident que ça. Si c'est cet extrait auquel vous faites allusion, où le journaliste lui dit, vous dites adieu, il dit, je dis au revoir. Ouais, non, je dis au revoir, bon, je dis je vais m'installer à Barcelone et je resterai quoi qu'il arrive à Barcelone. Mais bon. C'était avant Covid, donc ça n'existe mais plus. c'est faire fi quand même. Il n'a pas été réélu après. Je veux dire, la vie est longue et la vie est longue, la vie change. Et puis encore une fois, c'est une situation exceptionnelle. Encore une fois, mais moi je peux comprendre qu'il y ait des Français qui se disent il n'a pas tenu sa parole, même si je pense que c'est un homme d'État. Oui, non, mais c'est. Mais si on fait la liste de toutes les paroles qui ne sont pas tenues, après il faut voir quel est l'impact et qu'est-ce qu'on a à y gagner, qu'est-ce qu'on a à y perdre. On n'a rien à y perdre, on a à gagner son expérience et son autorité, comme je le disais. Je voulais en profiter pour faire un lien sur la gauche irresponsable dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui est reproché principalement, à part ce genre de petits détails, mais pas très signifiants en réalité, qu'est-ce qui est reproché par une partie de la gauche à Manuel Valls? C'est finalement d'avoir été le premier défenseur, le premier républicain et premier défenseur de la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche qui reproche à un des siens d'être le défenseur de la laïcité. Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? On est dans l'aberration la plus totale. Si c'est ça la principale chose qu'on a à lui reprocher, alors welcome back to the gouvernement. Ouais. Non, mais c'est... De la France, la République française. Ouais. Le ministre donc des comptes publics, un homme qui a travaillé comme chef d'entreprise, qui a été à la Caisse des dépôts, Monsieur Lombard. Ça va lui faire tout drôle d'être dans un gouvernement de... Ce matin, le Parisien nous apprenait que c'était un rescapé du 11 septembre. J'ai découvert ça ce matin. Incroyable. Il avait un rendez-vous pour une fusion bancaire à 8h30 un matin. La personne avec qui il avait rendez-vous lui dit « faut que j'amène ma fille à l'école, je ne serai pas là avant 9h ». Et il arrive au pied des tours et il voit l'avion... le deuxième avion s'encastrer, c'est effectivement. Oui, l'histoire est très bien, ça fait froid dans le dos, mais donc c'est un homme qui connaît bien l'entreprise, qui a été à la Caisse des dépôts, donc qui sait ce que c'est que l'argent public. Assurance, banquier. Vous le connaissiez? Vous en avez entendu parler? Je ne le connaissais pas, évidemment, de par tout ce qui est en lien avec la Caisse des dépôts et des consignations, on en a entendu parler. Donc moi, je suis plutôt heureuse. Je pense que c'est un homme d'expérience. Il a de multiples expériences. Et puis surtout, il sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas de surprise. Donc il a accepté le challenge. Et ce qui me paraissait le plus important de mentionner, toujours par rapport à cette gauche qui est en dessous de tout, c'est que ce monsieur-là faisait partie des shortlists, finalement, certain nombre de personnalités de gauche concernant le poste de Premier ministre. Et il intègre finalement ce gouvernement. Et malgré tout, monsieur Faure, ce matin, nous raconte que rien n'est possible, qu'on n'a pas fait d'efforts et qu'il ne travaillera pas avec ce gouvernement-là. C'est vraiment se foutre de notre pays, quelque part, j'ai envie de dire, parce qu'il devrait plutôt appeler ce monsieur et voir de quelle manière, sur les propositions qui sont celles du PS, ce nouveau ministre a la possibilité de les intégrer et de quelle manière on peut travailler ensemble. Sauf que monsieur Faure est déjà sur son calendrier des municipales et de la présidentielle. Et de son petit siège de député de Seine-et-Marne à préserver. Oui, qui a coûté beaucoup. Non, mais là, on est en effet dans la politique politicienne, parce que c'est vrai que quand on regarde le parcours de Éric Lombard, c'est pas un homme politique, c'est un profil technique, c'est un expert. Et donc, quand on nomme des personnalités telles que Éric Lombard, c'est dans le cadre de l'intérêt général dont on parlait tout à l'heure. Pour la France, vous avez un véritable parcours solide dans la finance. C'est quelqu'un aussi qui connaît les territoires en tant que ancien, maintenant directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations. Et puis, j'aimerais parler quand même du duo entre le ministre de l'économie et
et la ministre au compte public Amélie de Montchalin, qui est aussi, je vois comment elle travaille, je la connais un peu, c'est aussi une personnalité politique solide, c'est une travailleuse. Elle a été précédemment nommée ambassadrice à l'OCDE. Je peux vous dire que ça y allait, en termes de représentation de la France, en termes de travail, et donc ce duo-là aussi, à côté du duo ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre de la Justice Monsieur Darmanin, là aussi ce duo-là entre Éric Lombard et Amélie de Montchalin est un duo intéressant à suivre, parce que là pour le coup vous avez deux parcours très très solides, des gens qui sont passés par l'entreprise et qui savent ce que c'est qu'une entreprise. On se retrouve dans un instant avec vous, restez avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Ce sera le docteur Cohen qui nous donnera des conseils pour le réveillon et pour les bonnes résolutions. On va faire vos coups de cœur et vos coups de gueule, même si on en a évoqué quelques-uns déjà avec vous, Frédéric et Alex. Mais Fanta, vous vouliez faire un coup de cœur. Allez, on parle des choses un peu... oui, j'ai cherché. Alors évidemment, j'avais plein de coups de gueule, mais je me suis dit quand même, là, il faut faire un coup de cœur spécial Noël. Et je trouve que Paris est belle, et les autres villes aussi, parce que j'ai eu l'occasion de me déplacer ces derniers jours en province. Et derrière les illuminations, j'aimerais saluer donc les associations de commerçants, parce que ce sont toutes ces petites associations évidemment qui œuvrent pour nous, pour faire en sorte que nous ayons du beau à voir dans le cadre de nos vies une fois que nous sortons de nos écrans télévisés. Donc effectivement, il y a ces grandes artères où il y a pas mal de subventions des villes et où il y a des commerçants qui ont les moyens de le faire, mais moi je vous parle de ces petites rues dans lesquelles il y a une mobilisation et des activités qui sont organisées. Donc j'aimerais saluer bien évidemment l'association des commerçants de Breteuil, parce que au cours des 2 dernières semaines, ils ont juste vendu du rêve aux plus petits, le Papa Noël, la calèche, les chevaux, la barbe à papa, etc. Et tous ces gens-là sont bénévoles, donc ça nous permet de saluer tous les bénévoles qui œuvrent aussi pendant les fêtes auprès des plus âgés, auprès de ceux qui sont malades. Et je trouve ça véritablement beau. Donc merci à tous. Surtout que les commerçants, à l'heure actuelle, rencontrent comme beaucoup de gens un certain nombre de difficultés. Je pensais que c'est vous, Frédéric, qui avez fait un coup de gueule sur les illuminations des Champs-Élysées. Non, j'avais trouvé que c'était cruel de dire qu'on se croirait en Union soviétique et que c'était sinistre. C'est vraiment une question de goût, mais le coup de cœur de Fanta permet quand même de rappeler que justement les illuminations de Noël dans la quasi-majorité des communes de France sont financées par des fonds privés et par les commerçants qui eux-mêmes payent ces illuminations, parce que souvent on pense que c'est de l'argent public et que c'est éventuellement du gâchis, ou on en veut à la mairie de trop faire ou pas assez faire, puisque de toute façon on critique, on n'est pas content. Non, ce sont les commerçants qui mettent la main à la poche. En l'occurrence à Paris, l'avenue Montaigne est 1000 fois plus belle que les Champs-Élysées. Parce que les commerçants ont plus de moyens, ont plus de moyens. Sont très riches. J'ai essayé de dire. Moi, je vous parle de ces petites rues. Moi, je suis allée au jardin d'acclimatation. Allez-y, il y a des dinosaures, le bal des dinosaures qui sont illuminés. Je sais que c'est la passion des petits-enfants qui connaissent tous les dinosaures. Franchement, c'est magnifique. À partir de 18h, c'est une féerie. Acclimatation ou jardin des plantes Jardin d'acclimatation. Il y a aussi au jardin des plantes, mais moi, je trouve que je suis allée au jardin d'acclimatation. C'est magnifique. Si vous venez à Paris, c'est vraiment très 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 beau, très bien fait, très bien organisé, et oui, c'est un moment de magie et de bonheur pour les enfants, pour les petits et les grands. Najwa, vous, c'était un coup de gueule. Alors plutôt ça aussi entre un coup de cœur et un coup de gueule. Donc je vais vous parler industrie textile. Alors le 13 mars dernier, il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été adoptée. Donc là, c'est mon coup de cœur. Donc c'est une très bonne nouvelle, car il était nécessaire d'encadrer cette industrie qui est extrêmement polluante. Alors quand on dit extrêmement polluante, de quoi on parle? Donc l'industrie textile, c'est le 3e secteur le plus consommateur d'eau au monde. C'est également un secteur très polluant, comme je le rappelais, avec l'émission de 4 milliards d'équivalents de CO2 par an. Et pour vous faire une idée, c'est plus que l'impact des vols internationaux et du trafic maritime réunis selon
les chiffres de l'Oxfam. Alors, les principaux acteurs français de ce secteur, naturellement, ont salué cette proposition de loi, notamment la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Mais cette fédération a été profondément indignée par la nomination d'anciens ministres. Ouais. Comme Monsieur Castaner et Nicole Gage, qui appartenaient à un gouvernement récent, d'avoir été recrutés par le géant chinois Shine, qui est un géant chinois qui ne respecte pas un certain nombre de pratiques, donc notamment liées à l'environnement. Vous avez des salariés qui travaillent plus de 74 sur l'exploitation humaine. Oui. Exactement, plus de 74 heures par semaine. C'est plus que la législation chinoise qui limite à 44 heures. Et sans compter, comme je vous le disais, la pollution qui va avec cette production de vêtements qui inonde les marchés européens. Et donc, on peut dire que là où c'est étonnant, et c'est vrai qu'on peut parler d'indignité, parce que quand on s'aperçoit que d'anciens ministres français qui, à longueur de journée, quand ils étaient au gouvernement, vous parlez de la défense de l'industrie française, qui vous parlaient du respect de l'environnement, et une fois qui quittent le gouvernement, acceptent d'être recrutés par ce type d'entreprises polluantes et qui sont en réalité nos principaux concurrents. Eh bien oui, excusez-moi, les mots sont forts, mais c'est de l'indignité. Parce qu'à un moment, quand on fait de la politique, il faut être cohérent avec les convictions que vous défendez à un instant T. Et c'est pas une fois que vous quittez le gouvernement, on vous propose un salaire alléchant, eh bien vos convictions, vous vous asseyez dessus. Ça, ce n'est pas possible. En tous les cas, quand on fait de la politique. Ce que n'a pas fait Manuel Valls pour le coup. Tout à fait. C'est plus grave. Je trouve que c'est plus grave. Vous en pensez quoi ? Non, mais en fait, je connais pas bien le sujet, donc je veux pas m'exprimer dessus en disant, mais effectivement, sur ce que dit. C'est-à-dire que Shine, au-delà de la pollution, c'est l'exploitation, c'est l'exploitation des. Mais en réalité, je connais pas bien le sujet, mais si ça s'avère vrai, et je vous fais confiance, Najwa, c'est vrai que c'est pas moralement normal. Voilà, donc c'est le mot que vous avez employé. Alors, je suis d'accord avec vous. Stéphane, un auditeur avec qui je suis souvent d'accord, je suis pas d'accord parce que Stéphane dit pourquoi Shine fonctionne. Posez-vous la question. Les moyens, on les a plus. La faute à qui redistribuer votre salaire ? C'est pas la question. Enfin, il y a un moment, il faut être en accord avec soi-même. On peut pas décemment dire je vais acheter des vêtements dans une entreprise qui fait travailler des enfants, qui ne respecte pas les lois du travail. Il y a un moment, c'est pas possible. Et c'est pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens. C'est une question de dignité. De dignité. C'est pas. Enfin, vous devez réfléchir quand vous achetez quelque chose. Me semble-t-il. Comme vous le dites, Valérie, il y a la question politique. C'est une question, c'est un sujet. Je partage le point de vue qui a été développé, mais comme vous le dites, il y a une question de cohérence politique qui sont les clients de Chine. Eh bien, ce sont les plus jeunes, ceux qui ont une conscience écolo, ceux qui nous donnent des leçons de ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, ce qui est bon et ce qui est mal, mais qui ne commencent pas par se l'appliquer à eux-mêmes. Et j'ai envie de citer Coluche parce que j'adore cette formule qui disait il suffirait que les gens ne les achètent pas pour que ça ne se vende plus, mais voilà, que les premiers écolos qui nous donnent des leçons de vie à longueur de journée commencent déjà par ne plus être clients chez Chine, et ça, on n'aura même pas la question à se poser de leur permettre de faire du lobbying ou pas. Oui, Fanta. Comme beaucoup, j'ai été stupéfaite par l'histoire Castaner, parce que parce qu'au départ il est à gauche, Castaner, non ? Oui, oui, donc effectivement, et surtout que je fais partie des gens qui étaient vraiment favorables à cette loi parce que nous en avons besoin. Et comme le dit Valérie, c'est que dans le business model même de cette boîte chinoise, c'est qu'en fait tout est scandaleux. Au-delà de l'eau qui est utilisée pour les vêtements, l'exploitation des gens, la manière dont c'est stocké, en fait, rien ne va. Et que là, effectivement, alors qu'au niveau européen, on essaye de faire passer un certain nombre de mesures, notamment Agnès Pannier-Runacher, qui a sorti, donc, il y a quelques semaines, l'idée d'avoir un code comme on a pour certains produits alimentaires concernant justement l'impact environnemental du vêtement, chose que je trouve très intéressante, en fait, et qui a vocation
l'éducation, à nous éduquer tous tels que nous sommes, c'est intéressant. Et à côté de ça, effectivement, on a quelqu'un qui va aller donner ses services. Mais je crois que malgré tout, moi je suis pas mal d'influenceuses. On commence à avoir des influenceurs et des influenceuses qui font attention aux articles qu'ils présentent. Il y a une pression, il y a une agence qui s'est spécialisée sur la question. Et concernant la responsabilité de tous, là où je rejoins Frédéric, juste pour terminer, c'est qu'il n'y a pas longtemps, nous avons eu tous les éléments concernant le Coq Sportif, entreprise donc française. Moi, je suis allée la semaine dernière pour la première fois acheter donc un vêtement au Coq Sportif. Je n'avais pas prévu. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que c'était mon geste à moi. Alors évidemment, il en faudrait tellement. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui offrent des vêtements de sport, des jogging, des baskets à Noël à leurs enfants. Et là où les gens nous disent « Ah, mais il faut que l'État vienne... » Mais ils n'ont pas les moyens d'aller chez Nike, Adidas et autres. Chez le Coq Sportif, en fait, sur la ligne, moi je rentrais pour la première fois. Les prix sont raisonnables, Valérie. Ça ne m'a pas coûté plus cher qu'une autre paire de baskets. Après, c'est une question de choix. Est-ce que j'ai envie de porter et de véhiculer cette marque ? Mais on a des choix en tant que citoyen. Tout le monde ne peut pas le faire, mais un certain d'entre nous. Absolument. Mais vous voyez, Stéphane me dit, ceux qui ont une conscience écolo sont les premiers à acheter des iPhones. Oui, Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio. Je suis avec vous pour les débats jusqu'à 12h30. Après, on vous donnera des conseils pour votre réveillon. Alors, Frédéric, vous vouliez revenir sur le coup de gueule de Najwa à propos de ces ministres, anciens ministres. Donc, on peut les citer, Christophe Castaner et Madame Nicole Gage, qui vont travailler pour la marque, donner des conseils. Ils vont au conseil d'administration. C'est ça, de la marque chinoise Shine, qui n'est pas à proprement parler un modèle d'entreprise. Oui, mais alors c'était sur le sujet même, c'était pas sur ses personnalités politiques, mais c'était sur le sujet même de la fabrication de produits manufacturés pas chers éventuellement. Et je voulais donner un exemple. On parle trop rarement, insuffisamment de l'Afrique. J'ai eu la chance de me rendre au Bénin et j'ai pu constater, par exemple, que le gouvernement du Bénin, à un moment, a trouvé absurde de produire du coton pour aller l'exporter en Asie pour faire fabriquer des vêtements en coton, puis après les racheter à prix d'or et puis les vendre très très cher sur son territoire. Et donc à Cotonou, il y a une zone spéciale d'activité qui a été créée il y a quelques années, qui emploie et qui forme des centaines, des milliers de personnes. Et ils ont décidé que le coton qui était produit chez eux, eh bien, il devait être manufacturé chez eux. Et donc ça donne du travail, ça donne des revenus économiques, et puis ça permet aussi de vendre des produits de qualité et très peu cher. Donc il y a aussi une façon, c'est aussi des décisions politiques, finalement, nos choix de consommation, mais aussi nos choix d'industrialisation. Alors, Monsieur Castaner, lui, s'est justifié. Il a expliqué que c'était pour faire évoluer la filière, que la puissance publique ne peut pas tout, et il dit que Shine a une vraie volonté de s'adapter aux attentes européennes. Donc, s'il a été embauché, c'est pour s'occuper justement de ce que tout sur le respect de l'impact social et environnemental. Donc on rappelle quand même qu'ils ont été accusés de travail forcé des Ouïghours en Chine, du non-respect des droits humains au sein des ateliers des sous-traitants et d'un fort impact, on l'a évoqué, environnemental avec la vente à bas prix de vêtements en polyester. Donc voilà, il est embauché pour la bonne cause. Très bien. Il veut la rendre vertueuse, voilà, cette entreprise, vertueuse. Mais sacré challenge. Sacré challenge. Un mot, je voulais vous faire écouter ce son d'un ministre que je ne connaissais pas personnellement. Personnellement, donc je n'avais jamais entendu parler, pour tout vous dire. Pardon. Professionnellement non plus. Non, Philippe Tabarot, écoutez, comment il a appris sa nomination. Je savais que mon nom avait circulé, comme on le dit selon la formule consacrée, mais je n'avais eu aucune confirmation. J'attendais confirmation, je ne l'ai pas eu, et j'ai regardé comme des millions de Français Alexis Collère à la télé annoncer la liste du gouvernement sur le perron de l'Élysée. Donc vous l'avez appris à la télévision? Oui. Ça me paraît dingue. C'est ministre des Transports, c'est ça? Michel Tabarot, je crois. Non, Tabarot, c'est pas Michel Tabarot. Non, Michel Tabarot, c'est la députée. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est fou, ouais. Non, on l'a vécu souvent dans l'histoire. C'est dingue, on est bien d'accord, mais on l'a vécu souvent dans l'histoire politique. Au premier gouvernement de François Mitterrand, de Pierre Mauroy, Jack Lang n'a pas la moindre idée qu'il deviendrait ministre de la Culture, et il l'apprend dans sa voiture en écoutant la radio. Mais on peut aussi avoir un souvenir, pour aller de l'autre camp politique, par exemple, de Renaud Muselier, qui s'attendait à être nommé dans un des gouvernements
devant, je sais plus si c'est Balladur ou Chirac, et il voit Renaud Dutreil, Renaud ceci, Renaud ça, et puis le Renaud Muselier n'arrive jamais, alors que lui c'est à l'inverse, on lui avait promis de rentrer dans le gouvernement. Donc les annonces sur le perron de l'Élysée ou maintenant depuis l'intérieur de l'Élysée réservent des surprises. Parfois on découvre qu'on est ministre ou parfois on a déjà fait sa valise pour monter à Paris et on ne le saura jamais. Et notre confrère Gauthier Lebret nous dit, écrit sur Twitter, les journalistes ont reçu la lettre du Premier ministre avant les ministres démissionnaires à qui elle était adressée. On est sur le niveau zéro du sens politique et du respect, s'indigne l'un d'eux. On est aussi sur le zéro de la com, parce que ça laisse supposer que cette lettre au ministre, qui d'ailleurs n'est même pas personnalisée et même pas genrée. C'est monsieur le ministre. J'aime pas utiliser le mot genré, mais voilà, c'est vraiment une circulaire monsieur madame, semble avoir été faite davantage pour que les journalistes puissent en parler que pour que les intéressés la reçoivent. C'est un peu moche. Ouais. Mais ça ressemble à ce qu'on vit en politique, c'est-à-dire que moi je suis très portée sur l'homme, mais je viens de la filière aussi des ressources humaines, etc. Et chaque semaine, quasiment, je m'indigne en fait sur ce que j'appelle d'ailleurs, c'est quasiment de la relation humaine. C'est pas, ça va au-delà de la question politique. C'est-à-dire qu'on a des gens là qui se sont donnés pour mission de sauver le pays et qui n'ont pu officier que pendant 3 mois. 3 mois où pour certains dont les noms ne figuraient pas tellement en presse ont beaucoup œuvré parce qu'ils n'étaient pas des spécialistes du dossier, donc ils ont dû se mettre à jour, ont travaillé de longues heures, etc. Et finalement sont traités ainsi à la sortie. Eh bien, je crois, encore une fois, j'arrêterai pas de le dire, que quand on fait de la politique, normalement, on aime les hommes avec un grand H. Et en fait, toutes ces petites histoires-là, qui ne datent pas d'aujourd'hui, merci de nous signifier, nous fait dire qu'il y a un certain nombre de gens qui en oublient, j'ai envie de dire, les actes de politesse et juste la manière dont on doit vivre les uns avec les autres. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner, finalement, que dans les cercles, on va dire, de nos compatriotes, il y a de moins en moins, finalement, de place pour tout ce qui est cordial, tout ce qui est poli, tout ce qui est normal en fait. Ouais. Finalement, le délitement a lieu par le haut et redescend aussi sec vers la population. C'est dommage. Ouais, vous avez dit tout à l'heure Michel Tabarot, en fait c'est son frère. C'est Philippe Tabarot et le frère de Michel Tabarot qui est je le savais mais je voulais pas vous le dire. C'est vrai, voilà. Absolument. Puis un petit sourire des bêtises qu'on trouve parfois sur X. L'ancien sénateur Gérard Larcher est nommé ministre du goûter. Voilà. On aimerait bien qu'il y ait un ministre du goûter. On a une ministre du temps libre à une époque. Oui, c'est vrai. Et on n'est pas loin. Et là, on n'a plus de la réforme administrative. Enfin, je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un truc de la cohérence gouvernementale. Ça a disparu, ça ou pas ? A disparu. Vous avez quelques ministres qui sont restés. C'était qui déjà le ministre de la cohérence gouvernementale ? C'était Marie-Claire G. Carrère G. Ancienne conseillère de Chirac. Voilà. Là, vous avez Madame Genevard qui est restée à l'agriculture. Ouais. D'ailleurs, on parlait des transports. Oui, on n'a pas parlé de ceux qui sont restés. On parlait des transports. François Durovray qui a été renvoyé alors que pour le coup, il maîtrisait son sujet. C'était assez intéressant ce qu'il racontait. Il y a malheureusement des profils qui étaient intéressants et qui sont partis, j'allais dire trop tôt. Je parle du gouvernement, bien entendu. Mais vous avez Annie Genevard qui est restée. Quels sont les autres profils qui sont restés ? Ils sont pas si nombreux que ça, je crois. Rachida Dati, Catherine Vautrin qui récupère le travail mais comme titre, mais je crois que c'est toujours Madame Panossian-Bouvet qui va s'en occuper, qui est rattachée à ce ministère-là. Et après, je et crois... santé, on a un nouveau ministre Bruno Retailleau. Santé, c'est Neuder à la santé. Ouais, absolument. Vous connaissiez ? Non, je connais pas. Vous le connaissiez ? Très actif à la commission des affaires sociales. J'ai envie de dire que je me suis dit, enfin pour lui, parce que pour la peine, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ces dossiers, qui a des idées. Donc après, je trouve que c'était un peu cruel pour son prédécesseur qui a eu rien le temps de faire concrètement. Qui était eh bien, là tout de suite, en plus quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai un trou de mémoire qui est horrible, mais qui était de la maison Horizon, je crois. Non, j'ai un trou de mémoire affreux, mais qui était quelqu'un de très bien, qui est un député du nord de la France. Voilà. Mais Yannick Neuder fait partie des gens qui savaient tendre
en tout cas des mains d'un côté ou de l'autre. Donc j'espère qu'il va travailler dans ce sens-là avec les députés des différents partis au sein de l'Assemblée nationale. C'est un sujet important sur lequel on a besoin de réponses urgentes. En fait, c'est Catherine Vautrin qui coiffait ce ministère et c'est Frédéric Valtou qui était délégué. Voilà, c'est ça. Je veux dire qu'on peut se réjouir que le handicap n'ait pas été oublié, contrairement au gouvernement précédent qui, au lendemain des Jeux paralympiques, avait oublié de nommer un portefeuille sur le handicap et qui avait été nommé quelques jours après en catimini. Et on parlait de l'outre-mer, mais il y a aussi quand même François-Noël Buffet qui était chargé de l'outre-mer qui sort après 3 mois et demi. Qui était quelqu'un aussi, qui est quelqu'un au Sénat vraiment très compétent, un sénateur vraiment très très expérimenté. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que sur le précédent gouvernement, vous aviez beaucoup de sénateurs qui avaient été nommés, et que là, on en retrouve beaucoup moins. Il y a aussi... il reste, François-Noël Buffet, il est rattaché au ministère de l'Intérieur. Mais il reste à quel poste Rattaché au ministère, il n'y a pas de fonction précise attribuée. Ça serait intéressant de savoir à quel poste il est rattaché, parce qu'il était justement en charge de l'outre-mer. Je suppose que là, il va perdre cette responsabilité au profit de Manuel Valls, mais à savoir, je ne savais pas qui restait. Il est nommé auprès du ministre de l'Intérieur, mais sans plus de précision, sauf erreur de ma part. Je suis en train de regarder, effectivement. Et il a souhaité plein de succès à Manuel Valls, donc on verra. Est-ce que ce gouvernement peut tenir? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Après, on verra ce qui va en advenir. D'abord du budget, je crois que c'est la priorité, qui doit être voté début février au plus tard, ou le 10 février, je crois, au plus tard. Donc ça va être le gros point d'entrée de cette année 2025. Et puis après, avec les retraites aussi. Alors les retraites, apparemment, il va pas y toucher. Il devait y toucher, mais il touchera pas. Mais c'est surtout, il va avoir le budget. Et tout de suite après, c'est un point hyper important et que chaque année on ne voit pas arriver, vous avez le salon de l'agriculture qui va arriver dès le 20 février, je crois, cette année. Donc vous allez avoir à la suite le budget et la situation des agriculteurs à gérer. C'est une très très grosse rentrée qui s'annonce pour François Bayrou, mais l'agriculture, il a quand même aussi un background dessus. Je pense qu'il peut essayer de le mettre en avant. Bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Au bout d'une heure et demie de discussion, de la stabilité, mais je vais reparler du rôle central du RN, même si c'est honteux, mais tant que... Rôle central que lui confère la gauche. Exactement. Non, mais c'est très important ce que vous dites, que lui confère l'irresponsabilité de la gauche. Donc, tant que le RN accordera sa confiance à ce gouvernement ne pourra que durer. Et les défis sont nombreux, et j'en terminerai par là. Je rappelle la lutte contre le narcotrafic, où vous avez le ministre de l'Intérieur et l'ancien ministre de la Justice, monsieur Migaud, qui se sont rendus à Marseille et qui ont promis des dispositions importantes et solides qui seront analysées au Sénat début 2025. Donc on en reparlera. Et Gérald Darmanin, donc lors de la passation de pouvoir, a dit: je suis celui qui réconciliera la justice et nos concitoyens. Nous allons travailler main dans la main avec le ministère de l'Intérieur. Je serai toujours du côté des victimes. Voilà. Eh bien, écoutez, à suivre. Ça nous promet de beaux débats. Merci à tous les quatre. Passez un très joyeux Noël. Bonne fête. Joyeux Noël à tous nos auditeurs. Et évidemment, merci de votre fidélité à Sud Radio. Nous, on se retrouve jeudi.